Bonjour, avant de démarrer, je voulais vous suggérer 2 podcasts d'interview qui sont chers à mon cœur, que nous avons lancés sur Mademoiselle et qui devraient vous plaire. Le premier s'appelle The Boys Club. On y parle avec Mimi et un invité, tous les 15 jours de son rapport à la masculinité et à la virilité. Si vous aimez les invités d'Histoire de Daron qui se confient, vous devriez aimer The Boys Club. Le deuxième, c'est Clémence Bodoc, la rédac-chef de mademoiselle.com, qui a lancé un podcast qui est intitulé « Sois gentil, dis merci, fais un bisou », où elle réalise tous les 15 jours des entretiens avec des, je cite, petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Le nouvel épisode qui vient de sortir est consacré à Pénélope Bagieux. Vous trouverez tous les liens pour vous abonner dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre attention et allons-y pour Histoire de Daron. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de faire la connaissance d'Edouard. Edouard que j'appelle Doudou tout au long de ce podcast. Et oui, cette familiarité, un peu particulière certes, vient surtout du fait que je connais Edouard depuis plusieurs années. Un lien qu'on a creusé depuis 3 ans et demi, puisque j'ai bossé avec Christelle, sa femme. Elle est venue chez Mademoiselle pour lancer notre régie publicitaire. Autant vous dire que tout ça fait une belle histoire. En parlant d'histoire justement, Edouard en a une familiale très intéressante, mais aussi et surtout une personnalité si attachante que je voulais vous le présenter. C'était également la toute dernière occasion d'enregistrer avec lui cet entretien fin janvier, puisque quelques jours plus tard, lui et sa famille partaient pour s'expatrier à New York. Vous verrez, c'est notamment pour ça que Doudou utilise pas mal de termes anglais. Le pauvre, il bosse dans une boîte américaine et il a complètement changé de mindset, enfin de façon de penser quoi. J'espère que cet épisode vous plaira. Et en attendant, si vous aimez Histoire de Daron, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez mettre une note sur iTunes, 5 étoiles de préférence, et sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Et bien sûr, si vous aimez Histoire de Daron, surtout vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Enfin, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. J'en ai terminé avec ma tirade habituelle d'autopromo. Je vous laisse avec Edouard. On est avec Edouard. Salut Edouard. Salut. Tu t'appelles pas vraiment Edouard en fait, si c'est ton vrai prénom. Bah, on m'appelle Edouard, on m'a appelé beaucoup Doudou, mais on m'a appelé Dude aussi, en référence au Big Lebowski. Pourquoi Dude ? Je pense que c'était une époque où on avait tous besoin d'un surnom parce qu'on cherchait une identité différente et ils l'ont choisi pour moi en fait un petit peu. Je pense que c'est un mix entre la coupe de cheveux, Tu veux dire tes potes ? l'appétence pour la vodka et le russe blanc donc. Ah ok. Et ouais en fait le nihilisme pas trop en fait donc c'est chelou. Voilà, je pense que c'est plutôt la coupe de cheveux. Parce que t'es pas trop en peignoir. Hein. Non Ouais. pas trop. C'est pas. Et je joue plutôt mal au bowling en fait. Je te perçois. Et je sais jouer à peu près au bowling, mais mal. Edouard, t'as 35 ans, C'est ça. c'est ça ? Si Ouais. je me trompe pas. En général, c'est le moment où je te dis que je suis de Picardie. C'est pas grave ça. Bah oui, mais Ça arrive à statistiquement, il faut qu'on représente Ça la arrive à des gens population. très très bien. Ouais. C'est vrai. La preuve. L'important c'est d'en sortir de la Picardie. Absolument. C'est pas ça non qu'on dit souvent. Bah on y est soit par hasard, soit on traverse. C'est-à-dire que tu vas à un endroit et tu passes par, mais tu y restes pas. Si tu y restes, c'est qu'effectivement tu y es né en général. Ouais, c'est clair. Tu as 2 petites filles. Absolument. Bientôt 2 et bientôt 5 ans. Ce mois-ci en fait, dans les 30 jours qui viennent. Ah, j'ai eu peur que tu dises bientôt 2 et bientôt 5. Je me suis dit, ça y est, le mec il va avoir 5 filles. Et j'attends des triplés. Non, c'est pas ça. Non, c'est bien 2, c'est bien. On est bien là. Pour être tout à fait transparent, Doudou, je te connais depuis un petit moment. Je sais plus quand. Depuis très longtemps en fait, je pense, en vrai, l'air de rien. Ça doit faire au moins depuis, je dirais, un truc du genre 2008. Ça doit faire une dizaine d'années à peu près. Putain, oui, c'est vrai. Pour être encore plus transparent, j'ai bossé pendant 3 ans et demi avec ta femme. Absolument. Je me souviens à l'époque, je t'avais demandé si tu connaissais quelqu'un pour venir prendre la régie commerciale de Mademoiselle et tu m'avais dit non, je connais personne. Absolument, c'est vrai. Le mec ne voulait pas que je travaille avec Christelle. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. C'était ton objectif. C'est ça. Et vous partez, donc on va en parler un peu plus tard, mais vous partez, vous expatriez à New York. Lundi prochain. Oui. Donc dans 4 jours. Ça va le stress ? Ouais, ça va. Ouais. Ouais, non, ça. Tu étais assez self-convincing ou pas ? parti, Ouais, c'était. Non, je suis absolument convaincu de ce que je te dis. Oui, non, ça va. On a les visas, on a les tickets d'avion et on a les clés d'un endroit où on va vivre. Donc c'est. On va dire que là, check. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. T'emmènes donc toute la petite famille, tu pars pas tout seul. Je pars avec mes 3 meufs. Les 2 petites et la grande.
On est là pour parler de ton rapport à la paternité. On en a déjà un peu parlé en fait, c'est pour ça que ça m'intéressait de t'entendre raconter tout ça. Ça t'est venu quand toi l'envie d'avoir des enfants ? Je pense que, en fait, j'ai pas un souvenir d'un déclic où c'est venu, tu vois, comme ça. Je pense que je l'ai toujours eu, et je pense que c'est lié à ma famille. C'est-à-dire que c'est lié à la façon dont j'ai grandi. J'ai une famille un peu particulière, donc je vais être obligé d'en parler. On a tous une famille particulière de toute façon, mais elle est pas mal celle-là. Et donc, je pense que les codes de ma famille font que je me suis toujours, c'est la filiation, et j'ai toujours pensé que j'aurais une famille. En fait. T'es très famille pour le coup. En fait, j'ai été éduqué dans une ambiance de transmission, de travail, mais pas non plus stakhanoviste, tu vois, et de respect de l'autre. Que font tes parents comme métier ? Ils sont médecins. Les deux, exactement. Ils se sont rencontrés d'ailleurs à Reims, pas en Picardie. Enfin, maintenant c'est même machin, mais à l'époque non. Et ils se sont rencontrés pendant leurs études de médecine, absolument. Ok. Qu'est-ce que tu dis que ta famille est particulière, ça veut dire quoi ? Alors ma famille est particulière parce que ils ont 2 enfants, donc je suis le deuxième, moi je suis le second, et ils sont médecins, et ils ont j'aime bien le raconter comme ça parce que c'est une histoire que j'ai racontée malheureusement pas malheureusement, je l'ai pas raconté souvent, mais j'aime bien le raconter dans ce sens-là. Donc 2 médecins qui attendent un enfant en 77 et qui sont à la fin de leurs études, donc ils sont en internat comme tous les médecins qui se respectent à ce moment-là. Et donc ils ont cette discussion technique de si jamais il y a un problème avec notre enfant, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc ils se mettent d'accord que s'il y a un problème, il vaut mieux laisser partir l'enfant. Et évidemment, je n'étais pas là, moi. Je suis arrivé qu'après. Et donc, donc ma mère a 3 derniers jours d'accouchement très compliqués. Sans savoir exactement pourquoi, parce qu'il n'y a pas les examens techniques. Je te raconte ça, mais comme je n'étais pas sur place, peut-être que les détails ne sont pas exactement parfaits. Il n'y a pas d'échographie et tout à l'époque. Voilà, c'est ça. Quoi. Et en gros, le gynéco, je crois qu'il joue au golf, donc c'est compliqué. Et donc, il y a un accouchement un peu en urgence, parce qu'elle va de moins en moins bien. Et ma mère tombe dans les vapes après l'accouchement, et en fait, le bébé est très petit. Enfin, petit. Il est maigre. Il fait 1,3 kg de mémoire, un truc comme ça. Enfin, bref. Et surtout, il est tout... il est tout, comment dire, pas coagulé, mais il est concentré, et il a été étranglé en fait par le cordon ombilical les 3 derniers jours de grossesse, donc il s'est étranglé, donc il n'était plus alimenté, et donc il fait un arrêt, donc l'enfant s'arrête, et donc mon père se retrouve devant c'est Jack Bauer, quoi. C'est le dilemme impossible, et donc il décide de réanimer mon frère. Et donc mon frère aujourd'hui a 40 ans, il a 2 enfants, il va très bien, il a une vie professionnelle, c'est un mec génial. Et donc ce jour-là, ils ont décidé de choisir, alors je sais pas, la vie, ça fait un peu genre, je suis dans l'église catholique, etc. Ils ont choisi la possibilité ce jour-là. Et donc ils ont... t'imagines bien vécu une vie, ce jour-là ça a été un tournant comme n'importe quelle décision que tu peux prendre d'ailleurs, mais celle-ci elle est plus marquée, je pense, et ils se sont rendus compte 1 an et demi après qu'il y avait des séquelles, c'est-à-dire que mon frère avait des troubles, donc ça s'appelle IMC, c'est une insuffisance moteur cérébrale, donc cérébralement mon frère est tout à fait smart, il est d'ailleurs parfois trop smart. Et donc il a eu des problèmes moteurs cérébrales, ça veut dire qu'il a eu des problèmes de transmission de son cerveau pour les réflexes de mobilité, il a des problèmes d'orientation dans l'espace, il a des réflexes un peu intenses, et donc il a fait 18 ans de rééducation, il a marché à 8 ou 9 ans, il a eu plusieurs interventions, et donc ça a conditionné, ça a mis la famille dans un setup qui n'était pas du tout une famille classique. J'ai jamais vu l'étude, mais j'ai entendu beaucoup de gens qui disent que dans ce genre de situation, les couples ne tiennent pas. Souvent, le père se barre, d'ailleurs. C'est une contribution à ton podcast sur le comportement masculin et la paternité. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé dans ma famille, donc mes parents sont restés ensemble. Mais il faut imaginer, je pense, moi, encore une fois, j'étais pas là, mais l'œil technique qu'ils ont pu avoir sur leur enfant, parce qu'ils sont médecins, la situation qu'ils ont vécue et tout le travail que ça a nécessité, et donc le comportement qu'ils ont dû avoir par rapport à leur enfant, c'est-à-dire que
Ils m'ont raconté des tas de choses beaucoup plus tard, d'ailleurs assez récemment, sur la façon dont ils ont dû être durs, parce qu'ils devaient faire l'exercice tous les jours, donc t'imagines. Donc il a parlé très tôt apparemment, il a parlé à 1 an, il parlait. Par contre, il a marché à 8-9 ans, donc il a eu un développement un peu inversé. Moi, je suis arrivé 5 ans plus tard. Moi, je suis un post-accident, donc ma mère a eu un accouchement, n'importe quoi, une grossesse qu'elle n'aurait pas dû avoir. Donc là, il y a eu un crash, c'était une grossesse stérilée, donc ça n'a pas marché. Et elle a pris ça comme un signe, et elles se sont dit, bon allez hop, on fait un deuxième, et donc c'est moi que voilà. Mais donc moi, je suis grandi dans une ambiance, si tu veux, du coup, où déjà j'avais un rapport inversé avec mon frère. Donc par exemple, quand je marchais, j'avais 2-3 ans, j'étais un peu sa télécommande, donc il avait besoin de trucs, c'est moi, je parlais pas, moi j'ai pas parlé jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans, donc tard pour le coup. Mais c'est marrant parce que c'est complètement épongé, tu vois le truc, je sais pas si on dit épongé, mais si c'est un mot, il marche dans cette situation. Bon, balancer, tu veux dire, c'est ça par rapport à ton frère? Exactement. Donc là où lui pouvait pas marcher, il a parlé, et moi là où finalement il parlait pour 4, parce qu'il était extrêmement drôle, il est toujours drôle d'ailleurs. Il y avait ce pendant dans la dynamique de la fraternité, on va dire. Et donc, je sais plus où je voulais en venir, mais ouais, si. Déjà, j'ai grandi dans une ambiance où j'ai vu le regard des autres très tôt sur mon frère. Et donc je voyais des gens qui regardaient mon frère dans la rue en mode pourquoi il marche pas, même des amis proches de mes parents, je voyais bien qu'ils étaient pas pareils. Et puis même dans la famille, ça fout le bordel, parce que tu vois, ma grand-mère maternelle par exemple était complètement fan de mon frère. Il y avait un sentiment de culpabilité en fait, et donc il y a tout ce truc là qui traîne dans la famille, alors qu'il n'y a pas lieu en fait. C'est juste que c'est un héritage familial qui fait que, et le pauvre d'ailleurs, mon frère de temps en temps, je pense, le vit pas bien non plus, parce que c'est là, et c'est pas facile à gérer. Bref, tout ça pour dire que c'est une famille particulière, très unie, et qui a toujours pris soin de ses enfants, en gérant des différences et en étant toujours hyper impartial et égal. Enfin, en tout cas, je pense que et mon frère et moi, on l'a toujours vécu comme ça. Et je pense que dans cet esprit-là, et donc toute ma croissance et la façon dont j'ai été éduqué, pour répondre enfin à ta question, parce que je ne vais pas parler que de ça non plus, j'ai toujours vécu avec un modèle familial que j'adore, d'amour, de respect, de transmission, et donc je me suis toujours imaginé être papa. Tu t'es jamais posé la question de faire autrement, quoi? Non. D'ailleurs, dans mon couple, donc j'ai rencontré Christelle il y a 16 ans maintenant. On s'est rencontrés assez tôt. Moi, c'était toujours un truc dans ma tête, et en fait, la rencontre avec Christelle, c'est une autre histoire qui est fabuleuse. Et dans cette rencontre-là, moi, je m'étais toujours imaginé que, donc la première fois que j'ai vu, je vais te raconter l'histoire comme ça sera mieux. Donc quand j'ai rencontré Christelle, c'était à l'école de commerce à Reims. Moi, j'étais déjà à l'école et elle allait arriver au concours. Et donc l'histoire est vraie parce que ça fait vraiment film. En fait, j'imagine ma vie un peu comme un film avec une bande originale que je pourrais presque faire. Donc si je pouvais éventuellement, tu vois, je rêve un jour de réaliser un film. Je pense que c'est un bon thème. Non pas que je sois mégalo, mais je trouve que l'histoire de ma famille et de ma vie en général, et il y a des scènes. Je pense que tu compiles un truc, ça peut être absolument génial. Peut-être à New York là. Voilà, il y a New York, ouais. Donc tu peux faire un mix entre premier jour du reste de ma vie, casse-tête chinois qui se profile et tout. Il y a des trucs, et ça peut être chouette. Ça peut être bien. Donc bref, tout ça pour dire la rencontre avec Christelle. Donc flash à son concours, je vois Christelle et vraiment, j'ai un crush instantané. Déjà parce qu'elle a un sourire extraordinaire, tu le connais. C'est vrai. Un sourire imparable. Et deux, elle dégage un truc naturel. Authentique, c'est pas le bon mot, je sais que t'aimes pas ce mot-là, mais elle est vraie, quoi. C'est-à-dire que cette nana, je pense qu'elle peut pas s'empêcher, elle est comme elle est, et ça transpire une sincérité qui m'a toujours hyper touché. Et je me suis dit instantanément que cette nana-là c'était une des plus belles femmes que j'ai eues, c'était la plus belle femme que j'ai eue, et je pense que je le pense clairement toujours aujourd'hui. C'est beau. Et donc je suis rentré chez moi le soir en Picardie, donc, et j'ai dit à mes parents, je pense que j'ai rencontré la femme de ma vie. Voilà, donc donc ils s'en rappellent très bien. Et mon frère était là d'ailleurs. Ouais. Et elle donc, n'était pas au courant. Hein alors non, il faudrait lui demander. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu sur le catalogue parce que c'était une école nouvelle. On était 60 Pékins dans l'école, donc tout le monde était sur le catalogue. Et elle m'a dit je t'avais vu sur le catalogue, et je m'étais dit lui en gros je devais répondre à une promesse
sur le papier qui devait être pas mal. Bon, ça c'est bref. Mais on vit avec ce truc-là. Non, mais ce qui est marrant, c'est que sa mère, par contre, était là. Et 1 an et demi après, parce qu'on a mis 1 an et demi à sortir ensemble, 1 an et demi après, sa mère. Donc moi, j'étais à Toronto. C'est encore une autre histoire, une partie du film. Il a fallu que j'aille à l'autre bout du monde pour que je me rapproche de Christelle, parce que c'est une personne très. Prudente. Difficile d'accès. Difficile d'accès. Non, mais en tout cas sur ce terrain-là, clairement. Et donc là, on a commencé à s'écrire des mails. Et donc, elle allait apparemment tous les jours chez elle, enfin tous les jours, souvent dans la semaine, écrire des mails. Et sa mère lui a dit un jour ah, mais si c'est quelqu'un de l'école, je pense que c'est le garçon que tu as rencontré il y a 1 an et demi. Pas mal. Donc, il s'est quand même passé un truc, quand même, aussi, je pense, de son côté. Mais enfin, moi, je peux dire que ce que j'ai dit, c'était vraiment ça. Et donc, moi, je m'étais toujours imaginé, du coup, si tu suis ma logique, j'ai rencontré la femme de ma vie, donc la mère de mes enfants. Forcément. Normal. Voilà. Oui. Donc, je me suis toujours imaginé, depuis le début, avec Christelle, avoir une famille. Le truc, c'est que ça se fait pas en 3 jours. Donc, je pense que si j'étais venu en lui disant, bah, regarde, tu prends ce podcast, tu lui fais écouter, je pense qu'elle m'aurait quitté immédiatement. Tu vois, elle serait dit, mec, vas-y, c'est bon, on a la vie devant nous. Et donc, ça nous a pris 10 ans pour nous marier et 1 an après pour avoir la première. Et ça a été un cheminement, je pense, pour elle, très différent de moi, parce qu'on n'a pas vécu la même chose, parce qu'elle était beaucoup plus dans un délire je veux réaliser mon rêve professionnel, je veux probablement réaliser mon rêve social, avant de bâtir la famille, qui n'était pas son. Tu vois, donc il a fallu vraiment ajuster le truc. Et moi, je m'étais toujours dit, de toute façon, ça doit se faire tout seul, ou alors ça se fait pas, quoi. Oui, tu peux pas forcer un destin familial. Mais je veux dire. Et ça, c'est un truc dont on n'a jamais parlé pour le coup. Comment tu lui as amené le sujet, toi, par rapport aux enfants ? Je lui ai pas amené le sujet. En fait, je pense que le sujet, il était plus packagé avec le sujet du mariage, en fait. C'est un... En fait, c'était plus, moi, tu sais comment je suis. Enfin, tu vois, même si je lui ai jamais dit, voilà, moi, c'est le package total. Et donc, si tu veux rester avec moi, c'est comme ça. Mais elle savait que dans mon schéma familial, il y avait forcément les enfants. La question, c'était plutôt quand, parce qu'elle était plutôt à l'aise avec l'idée des enfants, même si c'est pas forcément ce qu'elle disait d'ailleurs à l'époque, parce qu'elle se protégeait aussi, elle voulait pas avoir une pression familiale trop importante. Ce que je comprends complètement, parce que t'as quand même à un moment donné, c'est assez bizarre d'ailleurs, sur le coup des 26, 27, 28, 29, 30 ans, t'as un espèce de rush familial, je pense des grands-parents qui se disent, bah nous on commence à être un peu âgés, donc tu peux pas, vas-y... tu peux livrer s'il te plaît? Et t'es là genre bah non désolé mais c'est pas comme ça que ça se passe quoi. Nous faut qu'on sente le truc, puis on n'est pas exactement à la même époque que vous les gars, donc nous c'est plutôt à 30 piges qu'on fait les enfants maintenant, c'est pas vraiment 25. D'ailleurs en plus moi j'ai toujours eu l'argument qui tue, parce que je dis mais par moi vous m'avez eu à 30, donc back off. Et donc donc je pense que c'était pas, on n'a pas eu vraiment le sujet c'était plutôt voilà, est-ce que tu penses qu'on va finir notre vie ensemble, et si on fait notre vie ensemble, bah a priori il faudra un jour qu'on le fasse. Voilà. En fait, moi, je me suis toujours dit, mais ça, c'est un avis totalement personnel. En aucun cas, je juge des gens qui ne font pas d'enfants, parce que j'ai entendu dans un de tes podcasts précédents, et je comprends complètement le phénomène de pression qu'il peut y avoir sur des gens qui ne veulent pas faire d'enfants. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui ne veulent pas faire d'enfants. Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires sans faire d'enfants. Et donc, qu'est-ce que je voulais te dire du coup ? Ce que je voulais te dire, c'est je me suis toujours projeté dans ce truc où je ferai des enfants pour transmettre. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Et je pense que mes parents sont dans ce mindset-là. Et donc, pour moi, en fait, c'est une forme un peu de prise de distance par rapport à ma mortalité, et de me dire... Donc ça, c'est marrant, parce que du coup, je pars tout de suite dans des sphères de karma et tout. C'est intéressant, bien sûr. Mais notre passage est plutôt bref sur Terre, et moi, je crois au karma et toutes ces conneries. Alors, on a eu une discussion récente avec Christelle d'ailleurs là-dessus, sur la religion et les enfants, etc. Parce qu'on n'a pas baptisé nos enfants, donc, et là, on s'en va. Donc, c'est un peu... Donc, c'est un sujet qui revient. Mes parents, si vous m'entendez, c'est pour vous. Tiens, au fait, le baptême, c'est quand ? Et en fait, on a eu cette discussion. Du coup, je jump d'un sujet à l'autre. Je suis désolé, je fais un pêle-mêle. Moi, je me considère, ma religion à moi, c'est je suis croyant. En fait, je trouve que la religion, c'est plutôt un dogme, mais c'est une façon de coder un truc. Et moi, ma croyance, c'est l'optimisme. Donc, je suis quelqu'un de positif. Tu vas monter ta secte alors, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, je me dis, moi, en fait, ce que je vais inculquer, c'est ça, c'est d'être optimiste. C'est-à-dire que je pense que quelque chose existe, et que moi, ça me drive au quotidien. C'est-à-dire, je m'y pense pas tous les jours, mais je me dis, moi, j'ai envie d'être quelqu'un de bien. Parce qu'à la fin de ma vie,
Si j'ai réussi à transmettre quelque chose, tant mieux. Et au moins, j'aurais pu avoir un impact positif sur ce monde, malheureusement pas si bien que ça. Et donc, par rapport à la religion, du coup, je te fais tout le package sur la religion aussi. Il y avait une question de est-ce qu'on fait le baptême ou pas, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur donne. Et sur la religion, du coup, moi, mon point, c'était... moi, je suis content. Alors moi, j'ai été dans une école privée catholique en Picardie, je pense pour des raisons purement géographiques et de qualité de staff. Enfin, de présence plutôt de staff. Et moi, mon point de vue, c'est que c'est bien d'avoir une expérience religieuse parce qu'au moins, t'es exposé à quelque chose. Et moi, ma crainte pour mes enfants, c'est qu'ils se retrouvent un jour peut-être sans nous. Par exemple, on n'est plus là. Et qu'ils aient jamais été exposés à une religion et qu'ils se retrouvent exposés à un truc violent, intégriste, et qu'ils se disent, bah tiens, la solution finalement à nos problèmes, c'est ça. Et je me dis, moi, si jamais j'avais vécu ce truc-là, le fait d'avoir été exposé à du catéchisme et à quelque chose, en fait, arrivé à 15-16 ans, je me suis dit, c'est bullshit. Ça me parle pas du tout. Mais comme je l'ai vécu, j'ai un esprit critique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on m'a exposé à un truc, c'est pas parce qu'on t'expose à quelque chose que tu vas l'ingérer, que tu vas être d'accord. Mais au moins, tu l'as vécu. Et j'ai peur que l'absence d'exposition à un code religieux puisse être une faiblesse possible en cas de problème un jour. Mais ceci dit, il y a plein de... Alors pas forcément maintenant, parce qu'elles sont encore petites, mais il y a plein d'opportunités de parler de la religion dans l'actualité, etc. etc. Ah bah c'est sûr, ouais. En dehors de l'aspect juste purement d'éducation, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Pardon, du coup, je me tais un peu parce que je parle tout le temps là. Je me rends compte que c'est impossible d'en arriver, je pense. C'est le but. À quel moment vous décidez ensemble, tous les deux, de faire des enfants? Alors, comment ça se décide entre vous? En fait, c'est après le mariage. Donc, on a fait notre mariage en 2011 et on a décidé de faire un truc un peu comme d'habitude, un peu n'importe comment. On a fait notre cérémonie laïque, etc. On a envoyé tous les messages qu'on voulait envoyer à notre famille, à nos familles respectives, parce qu'on a des familles extraordinaires. Christelle a des parents absolument géniaux aussi. Une histoire qui n'a rien à voir. Et on s'est dit après le mariage que en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est cohérent, c'est que voilà, c'est parti quoi. Et donc c'est arrivé 2 ans après, Eve est née, même pas 1 an et demi après. Voilà, et c'était la première. Et donc Eve, la première. Tu vas trop vite. Comment s'est passée la grossesse? Alors la grossesse. Ah oui, non, c'est vrai, c'est une vraie expérience la grossesse. Le mec il passe pas là, c'était fait. Allez hop. Ouais, alors en fait, tu vois bien. Du coup. Moi personnellement, je suis très bien géré. Non, la grossesse, ça a été la découverte de plein de trucs. Donc clairement, la première pour nous, je pense comme pour beaucoup de gens, elle était plus stressant comme grossesse parce que tu découvres des tas de choses. T'essaies d'anticiper plein de trucs. En plus, j'ai la femme que j'ai, donc elle est plutôt dans l'anticipation. Moi, je suis plus dans le carpe diem et j'essayais donc de tempérer plein de questions qu'elle pouvait avoir. Mais globalement, elle a fait une très bonne grossesse, enfin de mon point de vue en tout cas. Elle a dû, si je me rappelle bien, s'arrêter un peu plus tôt. Donc moi clairement, tu vois, on a eu cette discussion à un moment donné de il faut que je m'arrête 1 mois et demi avant prévu là où je bosse. C'est la catastrophe, elle était en larmes. Je lui dis mais pas du tout. Enfin, t'es bête ou quoi? Enfin, tu vois, là c'est juste, tu vois, il y a des niveaux de priorité dans la vie et celui-là il est bien plus élevé. Donc tu prends soin d'eux et tu prends soin de toi et tu kiffes. Vas-y. Et donc elle est même d'ailleurs, parce que donc il s'est passé à ce moment-là, c'est que la fin de sa grossesse, je démarrais une aventure professionnelle un peu intense, et on a décidé évidemment, comme beaucoup de gens ici, de faire des travaux dans notre appart. Donc c'était Bagdad. Oui. La vie était complètement retournée. Ça a permis à Christelle de passer du temps avec mes parents en Picardie. Donc elle a vécu quelques semaines là-bas, ce qui est génial parce que ça a vraiment créé un truc. Parce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir une fille, donc c'était parfait. Ils ont vraiment accueilli Christelle. De toute façon, ils adorent Christelle. C'est génial. C'est énervant des fois, mais c'est vraiment génial. Et donc, elle a vécu une grossesse très bien jusqu'au dernier jour de grossesse où donc, moi, je me rappelle très très bien de ce jour. Il a neigé. Il neige assez peu fréquemment en fait à Paris. Et il a neigé que l'heure de l'accouchement, donc il devait être 20h, 23h. Tu vois, il a dû commencer à neiger vers 17h, un truc comme ça. Et c'était pour F, quoi. Voilà, je me l'ai interprété comme ça. Donc évidemment, elle a bien douillé Christelle parce que c'était découvert de plein de trucs, mais elle a géré ça comme une chef. Et il y a eu la rencontre de Eve. Alors c'est marrant parce que je m'étais toujours posé une question avec les enfants. C'est la part de l'inné et du conditionné ou du transmis. Et donc j'ai eu la chance de récupérer Eve. D'ailleurs, il y a une petite blague sur ce truc. C'est que je me suis rattrapé au 2e accouchement, du coup, mon premier accouchement. Donc j'étais dans la salle d'accouchement, j'ai assisté au truc, que j'ai trouvé absolument génial et sans aucun antécédent pour la suite d'ailleurs, pour le mec, parce qu'il y a beaucoup de gens de mecs qui craignent qu'après ils verront plus leur nana pareil. Moi je trouve absolument pas. Bon, après, je suis vraiment complètement amoureux de ma meuf, donc peut-être que c'est ça la raison,
Non pas que tous les gens qui pensent ça ne sont pas amoureux de leur meuf, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis quand même. Merci Doudou. T'as pas eu ce problème? Si, moi. Ah merde. Non, mais en plus, c'était plutôt. C'était plutôt pour l'après, moi. Je m'inquiétais de comment on allait retrouver une vie d'amant, en fait. Plutôt une vie de couple, plutôt qu'une vie de parent. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet. C'est pas pareil, mais. C'est vrai que c'est un sujet. Ouais. C'est vrai. Mais au final, ça remarche, il n'y a pas de problème. Bah oui, mais. Non, ça n'a jamais remarché. Je sais pas comment vous l'avez géré, mais moi, en tout cas, à l'époque, j'avais. Donc ma femme s'appelle Gat. Je lui avais clairement dit, en fait, je lui avais exprimé ma peur. Et il y a des gens qui m'avaient dit autour de moi, t'es gonflé parce qu'en fait tu lui mets une pression, etc. Bah ouais. Et moi je l'ai pas vu du tout comme ça. Et en plus je pense qu'elle non plus. Je lui ai simplement dit, en fait, voilà, moi je veux bien qu'on fasse des enfants ensemble, mais en vrai je veux surtout qu'on ne devienne pas juste des parents et qu'on reste qu'on reste des amants et qu'on reste amoureux et qu'on. Alors moi je l'associe pas tant vraiment à l'accouchement, mais plutôt à l'arrivée de l'enfant en fait. Ça va tout ensemble, hein, non? Bah non, mais l'accouchement ça prend 24-48 heures dans les pires cas, mais je veux dire, à l'arrivée de l'enfant c'est vraiment ce qui redéfinit ton couple en un triptyque. Avant c'est un diptyque pour moi. En fait t'as le couple et t'as l'individu, et après t'as la famille, le couple et l'individu. Et enfin moi en tout cas de mon point de vue, pour que ça marche il faut que les trois existent. Et c'est ça qui est compliqué. Mais l'accouchement c'est qu'un détail en fait là-dedans. Enfin de mon point de vue. Je suis d'accord. Mais tu veux dire que t'étais comment? T'étais à côté d'elle ou parce que... Ouais, j'étais à côté. Moi, il y a des mecs... ils tombent dans les vapes ou... Non, enfin, moi j'ai failli tomber dans les vapes, je vais faire ma gueule. Mais... Il faut que j'arrête de... Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'est juste qu'il y a des mecs qui se mettent en face, en fait. Et qui... Oui, non, alors je sais pas forcément chercher le... Pour moi, c'est le grand chelem, quoi, tu vois, c'est pas mal, quoi. Non, moi j'étais sur le côté. Bref. Et donc, il y a eu ce moment où j'ai récupéré Eve dans la salle à côté et j'ai été tout seul avec elle pour la première fois. Et là, j'ai compris qu'il y a... Enfin, donc, j'ai instantanément pensé qu'il y avait une part d'inné chez l'enfant, parce que donc elle avait les yeux grands ouverts, alors que vraiment j'avais l'image des nourrissons qui viennent de naître complètement dans le coltard. Et bah tu connais Eve, était pareil. C'est-à-dire que dès le début, j'ai vu cette créature avec des yeux me regarder au fond des yeux. Je me suis dit, mais comment déjà elle calcule mes yeux, parce que normalement ils voient rien, les bébés au début c'est tout flou. Et elle m'a calculé comme ça pendant, ça a duré, je sais pas, 90 secondes peut-être. C'était long. Et c'était génial. Tu vois, et je me suis dit, c'est con, mais c'est le réflexe du mec des années 2010 qui veut sortir son téléphone, et je l'ai évidemment pas fait. Et je me suis dit, mais il faut que je m'imprime ça au fond de ma mémoire, quoi. C'est absolument génial. Et t'as fait une photo. La deuxième a fait la même. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai fait dans ma tête, ouais. Dans ta tête, oui. Ouais, je l'ai imprimé. Je l'ai fait en. Et je m'en rappelle très très bien. Je vois toujours sa tête. Et donc je me suis dit, tiens, vraiment, il y a de l'inné. Et après, je me suis dit, peut-être aussi, il y a la grossesse. C'est-à-dire que du coup, j'ai repensé après. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, les 9 mois qu'on vient de vivre ont conditionné probablement aussi son caractère. Et on avait passé de la musique sur le ventre de Christelle, on avait mis du Patrick Watson, c'est une musique qu'on aime bien, des trucs chouettes. Et je me dis peut-être que tout ça, ça a influencé son truc. Il y avait le stress aussi que Christelle a vécu. Et c'est qu'à posteriori que je me suis rendu compte que oui, elle avait cohabité avec Christelle pendant 9 mois, et que oui, probablement le mental de Christelle avait conditionné aussi peut-être un peu la façon dont elle était dès la naissance. Je pense après, je suis peut-être un peu dans l'analyse beaucoup, mais donc à ce moment-là, vraiment, je me suis dit... C'est scientifique, non? Les bébés reçoivent des hormones, des ondes dans la tronche, à manger, etc. Donc grossesse super. Voilà. Moi, j'ai bien vécu la grossesse, et Christelle, je pense Christelle aussi. Comment ça se passe le retour à la maison? Alors, je pense que le psychorigide dans les deux, c'est plutôt moi en fait. Moi, je suis, en fait, j'ai jamais sous-estimé mes enfants, dans le sens où je trouve que les bébés sont des créatures extrêmement intelligentes. Et quand je dis créature, c'est peut-être un peu méchant quand même, mais des êtres extrêmement intelligents. Et donc, évidemment, t'as les 2 premiers mois où vraiment ils sont tout petits, tout faibles, et ils ont besoin. Donc, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin de manger, ils ont besoin qu'on les lave, etc. Et c'est marrant d'ailleurs, cette totale dépendance, ça te crée un lien énorme, quoi. C'est absolument génial. Mais à 3 mois, déjà, je savais que Eve, elle avait déjà l'intelligence de comprendre quel type de réaction on aurait. Donc par exemple, des cododos, tous ces trucs-là, c'était pas possible, quoi. Donc moi, tout de suite, on l'a mis dans sa chambre à côté. Et on a tenu à la main, et c'était plus l'instinct maternel de Christelle, qui clairement a un instinct maternel absolument développée, et elle a beaucoup d'amour pour ses enfants. Moi aussi, mais ça s'exprime peut-être différemment. C'est-à-dire que moi, pour l'amour que j'ai pour mes enfants, de par l'histoire que j'ai vécue,
j'ai probablement un mode de relationnel où j'essaie de les rendre le plus autonome possible, le plus vite possible. Parce que je l'ai vu comme ça et j'ai été élevé comme ça. C'est-à-dire que je pense pas que mes parents aient foncièrement voulu me donner cette éducation-là. Ça a été juste une conséquence. Mais je me dis que je vis très bien, je suis bien dans ma tête et que j'ai envie. Donc ça, c'est un compliment que Christelle a fait à mes parents un jour. C'est nous, nos enfants, on veut les élever comme vous avez pu élever Doudou. C'est plutôt chouette. Oui. Voilà. Donc, on s'est tous foutre évidemment. Et puis surtout, ils étaient là genre, qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on peut, tu vois, est-ce qu'on a vraiment un playbook ? Non, on n'a pas de playbook sur le truc. Et donc voilà, donc mes enfants, j'essaie juste de pas, de pas créer une dépendance non nécessaire qui finalement va peut-être flatter mon ego et créer un bonheur court terme qui va pas leur rendre service au final. Parce que les enfants, tu les fais pas juste pour ton ego personnel, tu les fais pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se développent bien, qu'ils pensent bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de faire. Et donc, du coup, très rapidement, je me dis, on va s'éviter les problèmes. Ce qui compte déjà, c'est qu'elles dorment bien. Dormir pour les bébés, je trouve que c'est vraiment le premier truc. Et donc, dans les nombreux potes qu'on a autour de nous qui ont eu des problèmes de dodo, des enfants, très souvent, je me rends compte que les enfants, ils viennent les réveiller tous les jours, ou ils ont l'habitude de les visiter pendant 1 ou 2 fois par nuit, et ils répondent. Et donc là, je pense qu'on a au moins un truc à marcher, ça c'est sûr, à date, dont je suis content, sur les deux, parce qu'elles dorment. Elles dorment bien, elles peuvent dormir 12-13 heures par nuit, elles ont dormi tôt. Et donc ça, c'était le premier truc où je me suis dit, check, ça c'est bien. Elles dorment, donc c'est qu'elles vont se développer correctement, elles vont être cool. Bon, après, elles sont quand même un peu speed, mais elles dorment. Elles sont éveillées, on va dire. Elles sont éveillées. C'est-à-dire qu'elles dorment, mais quand elles se réveillent, elles sont là, quoi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Elles vivent. Ouais, les deux. Elles posent beaucoup de questions. Ce qui est cool en soi. Ouais. Ah oui, c'est génial. Elles sont hyper curieuses. C'est toi qui dis que tu veux transmettre. C'est ta faute, hein. Ah oui, c'est mais bon, donc là, maintenant. après, il faut que tu sois cohérent dans tout ce que tu fais. Et ouais, clairement, ça c'est un autre sujet qui est l'énergie que tu peux leur donner, et que tu dois leur donner au quotidien, et comment tu t'en sors pour être le plus bienveillant, ça reste quand même le bon mot, je pense, avec elles, pour qu'elles se sentent ni rejetées, ni que t'es agacé, ou ce genre de choses, parce qu'il faut être dispo, quoi. C'est compliqué, mais il faut. Et donc, t'as 2 filles. Donc j'ai 2 filles. Ouais, donc Eve a eu sa petite sœur quand elle avait 3 ans. Donc Tess est arrivée quasiment même mois, donc 3 ans après en 2016. Donc Tess a 2 ans dimanche. Et lundi on prend l'avion. Toujours. Et donc ça n'a toujours pas changé. Ça n'a pas changé, on part toujours. Ouais. On part toujours. Et donc l'arrivée du deuxième, pour le premier, c'est évidemment tout un truc. Deuxième fille, donc je suis hyper content moi d'avoir 2 filles, je trouve ça génial. T'es content ? Je suis hyper content d'avoir 2 filles. C'est comme toi, t'as 2 filles. Ouais, moi je suis trop content, mais je sais qu'il y a des mecs qui... Alors ouais, moi j'ai jamais flippé à l'idée d'avoir des filles, alors, même si clairement je sais pas comment ça marche une fille, mais je pense que les mecs non plus, en fait, je comprends pas bien comment ça marche. Là on a eu beaucoup de chance parce que je te remercie encore, mais tout le temps que Christelle a passé ici, elle a été exposée à des tas de choses qu'elle avait probablement pas vécues avant, et qu'elle a vraiment emmagasiné et pris pour elle, et qui vont servir les filles. Donc ça c'est super. Je pense on ne réalise pas à quel point être une meuf aujourd'hui, c'est très très différent d'être un mec. Et on vit dans une société qui bouge très vite. Et c'est vrai que, alors, je suis ravi d'avoir 2 meufs pour des tas de raisons. Pour moi, les meufs c'est mieux que les mecs, parce que cérébralement, je trouve que c'est vachement plus intéressant. En tout cas, ça me parle plus. C'est sexiste ce que tu es en train de dire. Non, c'est un point de vue. Complètement d'accord. C'est un point de vue. Je trouve que c'est vachement plus intéressant une meuf, parce que c'est plus fin dans la perception des émotions. Ça a moins de problèmes pour partager sa vulnérabilité. Faut que tu viennes faire des petits stages chez Mademoiselle, parce que c'est surtout une construction sociale, tu sais. C'est-à-dire oui, il y a en des explications. tant que mec, on nous éduque pas justement à partager nos émotions. Mais moi, je me suis toujours considéré avoir un caractère assez féminin finalement dans la façon dont j'ai grandi, parce que j'ai été exposé à des tas de trucs trop tôt, enfin plus tôt. Et donc j'ai eu un conditionnement social qui est certainement pas du tout la norme. Alors si ce genre de sujet, j'en place une petite pour le podcast que je co-anime avec Mimi chez Mademoiselle, qui s'appelle The Boys Club, où en fait on reçoit des mecs pour tous les 15 jours pour venir parler de leur rapport à leur masculinité.
D'accord. Et en fait, c'est hyper intéressant. Ah oui, tu dois avoir des trucs chouettes. Ouais. Donc voilà, si le sujet de la construction sociale autour de comment ça se passe d'être un mec vous intéresse, surtout n'hésitez pas. C'était une petite parenthèse. Une bonne pub. Moi j'adhère, j'ai envie d'y aller. C'est bête, je pars. Et, j'écouterai, c'est un podcast. Je viendrai à Brooklyn. Ok, parfait. Je viendrai à New York, t'inquiète. T'es heureux d'avoir 2 filles. Ah ouais. Limite, ça me terrifie les garçons quoi maintenant, tu vois. Alors, sauf, on a la chance d'avoir quelques potes qui ont des garçons qui sont super. Mais globalement, quand je les vois à l'école, ça me terrifie quoi. Je me dis putain, je comprends pas. En fait, ils sont tellement, t'es binaire, ça se tape. C'est pas facile, je trouve. Je pense, moi, j'aurais certainement plus de mal à éduquer. C'est pas fini encore. On a peut-être pas encore fini complètement le compteur, mais là, on est quand même à 2 filles et je pense qu'on est bouclé. Je pense qu'on est bouclé. Je me sens confiant. C'est toi qui décides, non, a priori, parce que c'est absolument toi qui pas. Alors moi, je pars du principe que c'est la maman qui décide et le papa suit. Alors j'entends, mais par exemple, comme tu partais du principe que tu voulais des enfants. Ah oui. T'as aussi peut-être une certaine idée, toi, plus que Christelle, de la famille que t'as en tête. J'ai pas de famille en tête. Non. Bah, la famille que j'ai en tête, c'est juste chaque jour essayer d'échanger le plus de trucs possible. C'est tout. J'ai que ça en fait. Et puis ça s'arrête n'importe quand la vie. Donc j'ai pas. En fait, plus j'avance, plus je me rends compte que je peux pas faire de plan en fait. J'arrive pas. Ce qui compte pour moi, c'est que si ça s'arrête là, j'ai un problème en bas là, en quittant tes locaux là, à côté du Grand Rex. Je sais pas, il y a un camion qui passe. J'ai une bonne vie. Tiens, ça c'est chouette. Non mais vraiment. Ça devient d'où? J'en sais rien. Je pense que c'est mes parents encore. Tu vois. Enfin, je pense que la vie qu'on a eue m'a fait juste prendre conscience que il n'y avait pas que des bons moments. En fait, moi, j'arrive à trouver la vie belle même dans les moments un peu compliqués. J'aime des films un peu tristes. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je te dis, un peu probablement un caractère un peu. Faire un raccourci en disant que c'est un caractère féminin, c'est pas la bonne track, mais il y a une forme de perception du lyrisme et de la beauté de la vie, même dans les moments difficiles, que probablement j'hérite de mes 2 parents, probablement plus ma mère quand même, parce que ma mère c'est l'artiste de la troupe, et elle, clairement, si j'ai appris la vulnérabilité, c'est grâce à elle, je pense. Et mon frère. Tiens, mon frère, forcément. Et mon père, je pense, le cache. Je pense que c'est lui le bonhomme, quoi, tu vois. Et donc lui, je pense qu'il a... Mon papa, si tu m'entends, c'est pour toi. Mais je pense qu'il a passé sa vie à compenser et à assurer pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des moments où j'ai envie de lui dire mais lâche l'affaire, quoi. Tu vois, baisse la pression. Tu sais, t'as rien à prouver, en fait. Tout le monde te respecte. Et surtout, toi, tes enfants te respectent. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir ni un tissu social, ni une reconnaissance professionnelle, ni tu vois, même l'habit du moine. Tu vois, on s'en fout de tout ça. Enfin, moi, mes parents, je les aime. C'est ça qui compte, tu vois. Et je pense que c'est ça que j'ai probablement appris. Et j'essaie d'être un papa un tout petit peu différent là-dessus, parce que je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression que, et c'est pas du tout un jugement, parce que je pense qu'il a kiffé sa vie. On n'a juste pas eu la même vie. On n'a pas grandi au même moment. On n'a pas eu le même. On pourrait parler de son père, sa mère, etc. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents beaucoup mieux que ceux qu'il a eu. Objectivement, c'est sans débat. Et du coup, j'essaie de tirer justement la transmission qu'ils m'ont fait, et je suis une espèce de new version of my dad. Tu vois, ça y est, je suis en train de switcher sur la partie Brooklyn. Alors, vous aurez remarqué que Edouard parle beaucoup en franglais tout à l'heure. C'est vrai que j'ai passé beaucoup, pas oui, beaucoup. On mettra non, je mettrai pas un lexique parce que ça va être trop long. Ce gars parle bizarre, il est en train de switcher, il s'en rend plus compte. Il bosse dans une boîte américaine en France. Et il bosse dans la pub, alors ça, c'est l'enfer. Ça sert à rien. Jean-Claude Van Damme. C'est exactement ça. Tu vois, dans 10 ans, tu pourras faire la suite, tu te diras, mais il est complètement taré. Et alors, en gros, donc, ce que j'essaie, j'essaie d'être au moins aussi bien que mon papa, parce qu'on a tous un peu, en termes de modèle de paternité, et j'essaie passivement, parce que j'y pense pas tous les jours, mais d'apporter peut-être ce dont j'ai peut-être manqué un petit peu. C'est-à-dire que moi, voir la vulnérabilité de mon père, je l'ai vu que 2 fois dans ma vie, ça m'a apporté quelque chose. Je me suis dit, ça c'est des déclics où je me suis dit, en fait, il peut pleurer. Ah ouais. Ah putain, incroyable. Mais alors du coup, putain, il est vachement plus intéressant, ce gars-là. Heureusement que j'ai vu pleurer. Dans des contextes très différents. Alors que ma mère, elle pleurait beaucoup plus. Ce qui la rendait extrêmement intéressante, du coup. Mais surtout, je me disais, voilà, il y a des émotions. Et en fait, tu sais, c'est ce moment dans ta vie où tu te dis, ah, mais mes parents, ils ont été jeunes aussi un jour. Je sais pas quel âge tu l'as, ce truc-là, mais c'est probablement vers 10 ans, un truc comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'était peut-être, je sais pas si c'est tôt ou tard, mais
C'est-à-dire 10-12 ans, je me suis réalisé qu'ils avaient eu une enfance aussi, quoi. Ils étaient plus petits. Alors moi, je passe mon temps à raconter à Eve que moi aussi, j'ai été petit comme Eve, tu vois. Très tôt, je l'ai fait. Moi aussi, j'étais un bébé. Maman aussi, c'était un bébé. Mamie, c'était un bébé. Papy, c'était un bébé. Et du coup, je pense que il y a plein de choses comme ça, très bêtes, mais qui permettent aux enfants de probablement très tôt mieux percevoir la vie et donc de se construire peut-être différemment. Voilà. Bref, je sais pas d'où sort ce truc, mais je te le donne. C'est cadeau. T'as pas peur de pleurer devant tes filles alors? Ah non. Non, mais moi, tu vois, on regarde Vice Versa. Vice Versa, elle me regarde. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle regarde pas, elle te regarde pas regarder le film. Elle regarde le film. Mais toi, t'es là, genre, ouais, enfin, tu vois, tu prends son patin à glace et tu te rends compte qu'elle a vécu des choses très tôt dans sa vie. Moi, ça a été j'allais dire un truc franglais, une révélation. Un breakthrough. Un eye-opener. Une révélation quand j'ai vu Vice Versa, où je me suis dit, mais en fait, cette petite là, ça pourrait être ma fille. Et en fait, dès la naissance, tu sais, il y a ce plan, le film commence à la naissance, où tu te rends compte que tout de suite, il y a la colère, le bonheur, etc. Et j'adore la morale de ce film, qui est que de moments tristes peuvent naître des moments de joie. Je trouve ça génial. C'est vrai, tu vois, l'essence du film, pour moi, elle est là. Si je devais résumer le film, c'est ça. Et que, oui, bah, elle va avoir des moments tristes, et elle va avoir des moments... mais ça sera probablement aussi des souvenirs positifs dans ce qu'il aura construit. Et quand t'as Joie qui comprend que tristesse, elle a le droit d'exister dans le film, tu te dis, ah ouais, putain, ils sont forts quand même les gars chez Pixar, parce que bon, alors évidemment les enfants ils voient pas ça, mais toi t'es là genre ah ouais, ok, d'accord. Mais ouais, non, donc oui, ça m'est déjà arrivé de pleurer devant elle, mais j'ai pas encore eu le moment où j'ai pleuré de tristesse d'un truc imprévu devant elle, hein, donc ça c'est pas arrivé encore. Mais ça arrivera probablement. Mais c'est ce qui arrive avec mon père. Je l'ai vu une ou deux fois craquer, enfin 2 fois précisément. Et ça t'a marqué? Ouais, bien sûr. Absolument. Et c'est bien. Je suis content de l'avoir vu. Comment tu transmets au quotidien? Parce que tu dis que justement c'était ton... Est-ce que t'as des trucs, tu t'es mis en place avec tes filles, des moments de discussion? Alors elles sont encore petites, hein, 5 et 2. 5 et 2, ouais, à 2, si tu veux, là on commence à avoir les mots. Tess, tu vois comment elle est en plus. On l'appelle Tessosaure quand même. Oui, c'est la puissance. C'est pareil. C'est génial. Là, c'est une période absolument géniale. Alors, alors moi, je suis pas trop ni dans le cérémonial ni dans les habitudes. C'est pas. En fait, je me rends compte que c'est pas actif, mais passivement, je rejette un peu ce truc-là, en fait. Même les histoires et tout. Tu vois, à un moment donné, j'ai essayé de lui apprendre l'anglais, puis on s'est dit bon, déménager à New York, ce sera plus simple. Pas le choix. Mais chier. Pardon. Et non, donc par contre j'ai une règle bête que ça j'ai tiré, que j'ai analysé tout seul de mes parents, parce que je pense que c'est la règle fondamentale. Si j'en ai une que je peux donner aux parents qui nous écoutent, c'est j'ai pas souvenir d'avoir fini une seule journée de mon enfance en conflit avec mes parents. Pas une journée. Et pourtant il y a eu des journées où vraiment on s'est engueulé. Et je sais que tous les soirs, quand on s'était engueulé, mes parents passaient à un moment donné, je dormais ou pas d'ailleurs, peu importe, mais ils venaient me faire un bisou sur mon front et il me disait un truc dans l'oreille qui était c'est pas grave, je t'aime, tout va bien. Et ça, pour moi, c'est un modèle de transmission, parce qu'en fait, c'est la base de la confiance en soi. Et si je devais résumer, probablement la seule chose que je voudrais donner à mes filles, c'est qu'elles aient confiance en elles. Point. C'est le seul truc. Et que ce soit des gens bien, ce serait quand même bien. Si accessoirement c'était possible, ça serait mieux. Parce que si c'est des jerks, à partir en plus, si c'est des gens qui font mal aux autres, ça serait quand même dommage, parce que des gens qui font mal aux autres et qui ont confiance en eux, c'est les pires. Donc respecter les autres et avoir confiance en elles, c'est vraiment la base. Et je pense que ça passe par le fait que tu aies confiance dans ta vie et dans la façon dont on t'éduque. Et c'est pas vraiment l'éducation, c'est plutôt ton développement personnel. C'est le fait que tes parents t'envoient des messages positifs, que ouais, il y a des journées super et puis il y a des journées qui sont pas bonnes, mais ce qui compte au final, c'est que tu te sentes bien. Et je pense que c'est ce que j'essaie de donner à mes enfants. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a vraiment des jours où vraiment c'est compliqué. Elles tirent sur le système. Moi, j'ai un seul problème avec les filles, c'est que j'ai une réception au son qui est pas la même que Christelle. Donc Christelle, elle est capable d'avoir Tess qui lui crie dans les oreilles pendant, sans rire, 5 minutes. Elle va même pas lui répondre. C'est-à-dire que c'est comme si elle la calculait pas, quoi. Alors que moi, au bout de 3 secondes, je regarde Christelle, en mode, elle t'appelle. Et il faudrait que tu lui répondes, s'il te plaît, parce que moi, là, je peux plus déjà. Tu vois, c'est pas possible. C'est en train de me dézinguer.
Et donc assez rapidement, moi, je pète un plomb. Donc par exemple, tu peux imaginer la scène où je suis dans la voiture. Donc Picardie, Paris, ça fait 1h15 à peu près. Et au bout d'un quart d'heure, t'en as une qui crie et l'autre qui limite et que boum, ça dure 5 minutes. Et là, moi, je suis au volant et je me dis, mais je vais jamais y arriver. Et donc c'est dans ces moments-là où c'est difficile. C'est-à-dire que c'est difficile de te dire carpe diem, tout va bien, les enfants, je suis là pour que vous ayez confiance en vous et je vais vous dire que je vous aime tous les jours. Et là, il y a vraiment des moments, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez quoi. Vous me rendez fou en fait. C'est sympa avec puis, ils le arrêter. Hein? T'es sympa avec arrêter. Moi, fermez bien mon cœur. Ouais. Ah mais c'est ça. Mais là j'essaie de maîtriser mon franglish et de ne pas dire de choses trop violentes. Mais il y a des moments où il y a une ou deux fois j'ai pété un plomb. Il y a une fois où je me suis arrêté, où j'ai sorti Eve de la voiture, je l'ai mis sur la voiture et je lui ai dit tu t'arrêtes parce qu'en fait tu te rends pas compte. Mais conduire pour papa ça demande un peu d'énergie. Et là en fait j'arrive même plus à me concentrer sur ça. Et tu vois la voiture elle avance et on pourrait avoir un accident. Ça va pas quoi. Et donc ça cogite, tu vois, mais c'est compliqué. Je pense qu'elles se disent, on est dans un programme automatique, on peut les faire chier autant qu'on veut, il va rien se passer. Alors que non, en fait, tu vois, il y a des airbags dans la voiture, il y a des trucs qui peuvent se passer, quoi. C'est bon, bref. Et en plus, donc ça c'était une autre débat qui est la charge mentale, mais on va pas en parler trop. Mais je disais, moi je conduis tout le temps. Christelle aime pas trop conduire. Il y a des jours où ta charge mentale, conduire c'est une charge mentale pour moi. C'est-à-dire que moi je prends aucun plaisir à conduire. Et donc, t'as bossé, tu te fais ton trajet de nuit, etc. Machin, à un moment donné, tu pètes un plomb, quoi. Et c'est difficile de toujours être dispo pour tes enfants et de toujours être le modèle de. Non, mais. Vous inquiétez pas, papa est là. Moi, je suis zen, il n'y a pas de problème. Non, je peux pas être zen tout le temps. C'est pas possible. Et donc, ça, c'est culpabilisant et c'est vrai que c'est pas facile. Alors, tu te dis, je vais leur aller dessus, puis 2 heures après, je vais aller dans leur. Enfin, tu vas leur dire bonne nuit et leur dire, mais en fait, il n'y a pas de problème. C'est quand même important de faire le closing, quoi. Leur dire, je suis désolé. Ça m'arrive. Alors, ça, c'est un autre truc aussi, c'est que je dis à mes enfants, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû. Je suis désolé, parce que pour moi, la vulnérabilité dans le comportement aussi est importante. C'est-à-dire que je veux pas qu'ils croient que je suis infaillible. Je leur dis, ça m'arrive de faire des erreurs. Évidemment, parce que je suis humain. Et ça, c'est un truc aussi que je veux leur transmettre. C'est que je pense que mettre une barre trop haute aux enfants en leur disant tu dois être comme et tu dois être infaillible et puis tu dois tout le temps finalement prendre la bonne décision, etc. Puis t'as jamais tort, c'est pas la bonne. Je pense que c'est pas la bonne programmation. Et puis en plus, en tant que père, tu vois, pour des filles, c'est-à-dire que t'es aussi, toi, en train de leur coller une image de masculine, quoi. Ouais, mais je veux pas du tout qu'elle ait cette image du gars juste autoritaire, etc. Parce que malheureusement, c'est un peu le rôle que je prends dans la famille, parce qu'il en faut un. Et c'est plutôt moi. Mais c'est à regret. Il y a des moments où j'ai vraiment envie de tout envoyer chier en disant mais en fait, j'ai pas envie de ça, tu vois. Moi aussi, j'ai envie d'être sympa, etc. Et c'est pas du tout un reproche envers Christelle, parce que Christelle, elle a un instinct maternel et elle adore ses filles et elle a pas forcément eu dans le conflit. En plus, elle a lu beaucoup plus de trucs que moi. Ça fait 2 ans qu'elle me dit que je devrais lire des livres et elle a raison. Le livre de Céline Alvarez, je l'ai toujours pas lu. Moi, je préfère lire Walking Dead, donc c'est sûr que pour la parentalité, c'est moins efficace. Mais c'est vrai que j'ai un temps de cerveau disponible. Je me dis le meilleur service que je puisse donner à mes filles, c'est plutôt que je me défoule dans un truc qui me fait plaisir pour être, enfin tu vois, plus en paix entre guillemets. Et me taper en plus un livre de Céline Alvarez là depuis 2 ans, j'ai pas réussi. C'est-à-dire que je me fais probablement à tort suffisamment confiance pour analyser le comportement de mes enfants et essayer d'apprendre tout seul par rapport aux erreurs que je fais, parce que j'en fais beaucoup, pour me bâtir moi-même. Et je me dis, je vais pas, enfin tu vois, quel que soit le livre que je vais lire, en fait, la science de l'éducation humaine, elle n'existe pas. C'est-à-dire que chaque enfant est unique, chaque parent est unique. S'il y avait une recette, ça se saurait. Voilà. Hein. Et c'est bien d'avoir une guidance, etc. Mais en fait, moi, je suis un fervent croyant de réfléchis aux conneries que t'as dit et aux erreurs que t'as fait, assume-les, apprends de ce que t'as vu et puis essaie surtout de comprendre ce qui bloque, parce qu'il y a des moments où tu vois Eve là depuis 1 mois et demi, donc on part, évidemment ça déclenche des comportements qu'on n'avait pas vus avant chez Eve. On essaie de comprendre pourquoi, comment on gère le truc et puis tu vois magiquement là ça fait 3 jours elle est redevenue comme avant, mais comme ça à 8 jours du départ et on sait pas pourquoi. Enfin, on a des théories. C'est votre stress à vous aussi, peut-être, non En fait, déjà, on se rend pas compte de ce que les enfants écoutent. Je pense que c'est un truc qu'on sous-estime énormément. Moi, le premier. Et puis, Eve écoute beaucoup, je pense. Eve écoute beaucoup et ne dit pas qu'elle écoute. Elle est un peu en mode tiens, regarde, je dessine. En fait, non, je t'écoute. Voilà, donc, elle est assez hallucinante là-dessus. Mais même Tess, elle écoute aujourd'hui. Parce que t'as qu'à voir les mots qu'elle sort. Eve, déjà, la preuve du truc, c'est qu'elle sort des mots que parfois je me dis, mais où est-ce qu'elle a entendu ce mot ? Enfin, je pense que c'était pareil chez toi, tu vois. Et tu te dis, bon, bah, c'est que vraiment, il y a des trucs qui passent. Et non, franchement, je sais pas. Je pense que c'est pas vraiment le stress, parce qu'évidemment, on a du stress. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense qu'on c'est pas ostentatoire, notre stress. On essaie de le gérer quand elles sont couchées.
il y a quand même beaucoup de choses à gérer quand tu déménages, ça c'est sûr. Surtout avec des visas, etc. Oui. Mais c'est plutôt une forme de contestation, je pense, d'une décision. Donc ça, c'est un peu la théorie de mes parents qui nous ont mis allègrement à disposition. C'est bien parce que je leur ai demandé de me parler franchement des choses qui se passaient dans notre famille. Et que le pire, c'est très qu'ils parlent dans notre dos. Et je préfère qu'ils me le disent. Je trouve que le pire, c'est les non-dits dans une famille. Donc je leur dis, vous avez un truc à nous dire, j'ai aucun problème à le prendre. Et puis si je vous dis, franchement, je trouve que votre avis sur ce coup-là, j'y crois pas, je vous le dirai. Mais de toute façon, je vais l'intégrer. Par contre, si vous ne le dites pas, j'ai aucune chance de comprendre ce qui vous arrive. Et donc là, ils nous ont dit récemment, oui, bah Ève, elle subit le truc. En gros, elle n'est pas active dans le déménagement. C'est sûr, elle a 5 ans, elle n'est pas en train de faire les pactons et de partir. Et c'est pas elle qui va aller à l'ambassade et gérer les visas. Ceci étant dit, on a quand même fait un truc, on l'a emmenée à New York en juillet, donc 6 mois avant le départ, et on lui a fait expérimenter la ville, et elle est très contente de partir. Donc je pense qu'il y a probablement une colère du détachement, mais elle est très excitée à l'idée de partir aussi. Donc ça, je pense que le job, entre guillemets, on l'a bien anticipé, et elle est contente. C'est-à-dire que à aucun moment elle nous a dit je ne veux plus partir à New York. On parle lundi. C'est déjà énorme. pas mal. Et pourtant elle sait que elle va moins voir ses grands-parents, elle va moins voir ses amis. Bon, à 5 ans, c'est des amitiés relativement courtes, mais si tu le fais en pourcentage de durée de vie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je les ai vus 30% de ma vie, je les ai vus déjà, quoi. Tu regardes 30% à notre âge, putain, tu les commences ils sont sur les doigts d'une main, les amis. Et donc, je pense qu'il y a un mélange de. Probablement, ils ont probablement un peu raison, mais il y a aussi une part de eux qui se projettent dans Ève. Parce qu'on va se perdre. Tu vois, pas totalement, mais on espère un petit peu. Vous allez on est très proches. On régulièrement, malgré la distance. On se voit tous les mois à peu près, donc c'est énorme. Et là, on sait qu'on va moins se voir. Et je pense que passivement, tu vois, donc, je prends ce qu'ils me disent et je me dis, il y a probablement une part de comment dire, qu'est-ce que je viens d'utiliser comme mot ? C'était le bon mot. De projection. Qui est qu'ils imaginent que Ève réagit comme ça parce qu'ils réagissent comme ça. Et je dis pas que j'ai raison, je dis juste que c'est une partie de l'explication. Je suis très analytique dans mon truc. Non, mais c'est intéressant. Et donc c'est pas facile de te mettre à la place de ton môme quand tu déménages, c'est sûr, surtout quand tu pars dans un pays où ils parlent pas la langue. D'ailleurs on n'a pas d'école, tu vois, on démarre lundi, on n'a pas d'école, c'est plein, donc il faut qu'on trouve une crèche. Mais donc on essaie de tourner tout en mode ludique. Donc on dit à Ève, bah écoute Ève, on va arriver aux États-Unis, ils parlent anglais là-bas, comment on va faire ? Tu vois, on essaie. Nous non plus on sait pas, enfin on sait vaguement, mais tu sais ils vont pas rien comprendre à ce qu'on dit. Et donc elle explose de rire, elle fait ah bon mais c'est trop drôle. On dit bah t'en fais pas, de toute façon on va apprendre l'anglais, puis tu vas voir de toute façon celle qui sera le meilleur en anglais dans la maison, ça sera toi dans 1 an. Et tu vois, on essaie de tout tourner en mode ludique, en mode ce qui sera vrai en plus. Ce qui sera vrai. Et on lui dit donc tu vois mon père qui dit à Ève il y a 2 mois, ah alors ton amoureux Milo, tu le verras plus. Sympa. Ah t'es là genre. Et là, tu regardes Padre, tu es là genre, t'es si intelligent, pourquoi tu fais ça, tu vois, pourquoi tu lui dis ça? Mais sans doute pour ce que tu viens de dire. Oui, quoi, probablement. Et du coup, tu vois, indirectement, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mais du coup, on le prend un peu pour nous. On se dit, bon, voilà, ça, c'est clairement pour nous, quoi. C'est pas pour Ève, c'est pour nous, quoi. Et puis Ève, elle répond, c'est pas grave, papy, il y a des emails. Tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que, bon, globalement, quand même, mais tu la connais, donc tu vois un peu comment elle est. Elle a un pragmatisme, elle a même pas 5 ans, mais ça va aller, papy, t'en fais pas. Tu vois, alors, ça, c'est incroyable. Rien à voir, mais il faut que je la raconte parce que ça me fait tellement marrer. Tu sais, donc, elle s'est explosé le doigt avec une porte. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais papy lui dit, parce qu'elle a pris sa retraite, elle lui dit là, ce soir, t'as fait ta colère, franchement, je vais en garder un mauvais souvenir. C'est pareil. Tu te dis, bon, on va partir, un mauvais souvenir, c'est chaud. Et elle lui répond, tu sais, papy, ce que c'est un mauvais souvenir? C'est quand on se pète le doigt dans une porte. Et là, tu fais, 4 ans. 4 ans. Ouais. Donc là, papy. J'ai envie de je crois que c'était la fin de la conversation. Mais je me dis, tu vois, tous ces trucs-là, je me dis, bon, oui, évidemment, c'est la révolution, c'est compliqué pour Ève, etc. Et puis elle teste, donc elle fait son dinosaure dans le salon, il n'y a pas de souci. Mais je pense que Ève, quand je la vois comme ça, je me dis, ça va aller, tu vois. Et je me dis, c'est ça, en fait, c'est exactement ça, t'as confiance en toi, tu dis ce que tu penses. Et c'est du sens ce qu'elle dit, tu vois. Après. Bon, c'est plus ou moins poli, c'est plus ou moins parce que là, elle commence à être un peu insolente, etc. Ce qui est normal, je pense que c'est le prix à payer de l'éducation qu'on donne en ce moment. Mais ça me va bien, tu vois. Je me dis, bah en fait, vas-y, girl, tu continues. Tu peux pas. Je pense que c'est compliqué de faire des enfants
autonomes et libres, sans qu'ils aient un minimum de désobéissance face à Ouais, l'autorité, évidemment. C'est prêt à payer. etc. Je le ressors en franglish, c'est le trade-off. C'est le compromis du truc. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Tu dois être prêt à accepter ça, en fait. Mais je pense que c'est un bon signe de santé de sa tête. Je suis carrément d'accord. Bon, en tout cas, vous avez l'air de partir prêts, les fifis au taquet. Ouais, c'est fou, hein, parce que déjà c'est Christelle qui a toujours voulu partir. Ça fait 5 ans qu'elle a ce projet en tête. Ah, c'est vrai ? Ouais. Je savais pas. C'est Christelle. Ah, d'accord. C'est Christelle, moi je voulais pas partir. La raison est simple, c'est que donc j'ai l'histoire que j'ai et que moi j'ai grandi probablement avec l'anxiété de la mortalité de mes parents. Parce que t'as des parents super-héros comme eux, tu te dis, à un moment donné, tu réalises bien que non, ils sont pas invulnérables. Ils sont pas immortels, oui. Donc la vulnérabilité, c'est tout un thème. Et c'est bien. Et donc moi, je me sens forcément, tu te sens vivre quand tu réalises ce genre de choses. C'est le paradoxe amer de ce genre de phase de ta vie. Du coup, tu veux passer plus de temps avec eux. Et du coup, tu veux pas partir. Et donc c'est compliqué. Et donc, je pense que il y a eu l'aventure professionnelle aussi. Christelle est venue ici, elle a vécu un truc extraordinaire, elle s'est développée génial. Donc merci encore pour ça. Moi, j'adore ce qu'elle devient. Merci toi, c'est grâce à toi, je te rappelle. Complètement fan de ma meuf. Et l'autre, non, c'est pas grave, c'est elle qui a choisi. Moi, je n'ai fait que tu l'as ouvrir un champ de possibilités qu'elle avait fermé trop tôt. Je suis d'accord. C'est elle, parce que si elle avait vraiment pas voulu, elle serait pas venue. Bien sûr, ça. Ah non, c'est clair. Et donc, il y a eu ces 5 ans d'expérience professionnelle de mon côté qui ont été particulièrement intenses. J'ai vécu un truc génial. Et je pense que je suis arrivé à la fin d'un cycle, il y a 1 an. Et qu'à la fin de ce cycle professionnel, je me suis dit, bon, je peux continuer à faire ce que je fais au même rôle pendant des années encore. Mais franchement, c'est pas fun pour mon équipe parce que je vais finir par devenir moins bon dans ce que je fais, parce que je vais finir par plus arriver à me challenger. Et puis 2, Christelle, elle a ce projet et je pense qu'elle a raison. Et je suis dans une boîte américaine et que j'adore, dans laquelle je me suis dit, tiens, en fait, cette boîte est en train de me montrer que je peux peut-être faire plus encore. Intellectuellement parlant, je peux peut-être aller un peu plus loin. Et j'ai réalisé que mes parents avaient 67 et 64 ou 63. Et que plus j'attendrais, pire ce serait. Et que j'avais vraiment aucun autre chemin en France qui me bottait. J'ai même regardé, mais j'ai pas... Vraiment, entre l'équipe que j'ai, que je voulais pas quitter, cette boîte qui me fascine, et la possibilité peut-être d'aller vivre... alors, on pensait même pas New York. Hein. C'était plutôt Seattle, notre ville qu'on nous aurait suggéré, parce que c'est là où il y a vraiment la plus grosse partie du staff. Et en fait, en janvier, j'ai dit à Christelle, j'ai dit, là, il y a le séminaire, là, je pars demain à New York, c'était justement. Et j'ai dit, je vais voir tous les gens qui potentiellement pourraient me trouver un job. Et je pense que je suis prêt. Est-ce que tu veux toujours partir ? Et elle m'a dit, mais grave, je veux partir. Parce que, en fait, je ne l'ai jamais fait. Donc moi, j'ai vécu à Toronto pendant 6 mois, il y a 15 ans. Et j'ai perdu 2 grands-parents. Donc ça ne m'a pas aidé dans mon truc dont je te parle. Je comprends. J'ai même pas pu aller aux enterrements, donc c'était compliqué. Ouais. Donc je suis rentré, c'est plus là. En plus, mon grand-père m'a amené à l'aéroport, donc en me disant, Doudou, on se voit dans 6 mois, tu vas me raconter tout ça. Et puis il n'était pas là. Ouais, c'est chaud. Hein. Je l'adorais, mon grand-père. Et donc elle m'a dit oui, et donc je me suis dit allez, on y va. Et en fait, c'est des moments dans la vie où il faut pas se poser de questions, il faut y aller. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai pas regretté une seule seconde. Et évidemment que ça va être dur. Dimanche, c'est les 2 ans de Tess. Mes parents viennent, et je suis ravi qu'ils viennent, mais je sais que ça va être un moment super difficile. Revoir, oui. Et en même temps, ils viennent le 30 mars à Brooklyn, oui, et il y a 3 semaines. Donc c'est ce que j'essaie dans tout le truc, j'essaie de leur dire, en fait, j'ai appris un truc cette année. S'il y a un truc que j'ai appris, et je pense que c'est applicable aux enfants aussi, c'est que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et tu vois, cet été, on s'était dit, on va passer plus de temps avec les parents. On s'est absolument pas forcé. On s'est dit, on va aller en Picardie. Pas de bol. On a eu une météo de merde. Eve s'est pété le doigt, donc elle a pas pu aller nager pendant 3 semaines. Donc l'enfer, vous allez faire les bandages, etc. Et en fait, je me suis dit, on avait fait tout le contexte pour passer plus de temps avec mes parents, et finalement on n'a pas kiffé tant que ça parce qu'on a eu tellement pas de bol que c'est pas la quantité qui compte. Et peut-être qu'à Brooklyn, là, ils vont venir 3 semaines, on va avoir 3 semaines absolument géniales, et c'est tout ce que je nous souhaite, tu vois. On va les emmener au musée Guggenheim avec la culture qu'ils ont, ça va être un pied total.
voir les enfants aussi évoluer dans ce truc-là. Tu vas avoir des interactions sur des cultures, le langage. Et donc, ce que Christelle m'avait dit il y a 1 an aussi, c'est pour les filles, il faut qu'on le fasse. Parce que nous, on n'a pas eu ça. Et c'est un monde aujourd'hui qui est différent. Et il faut qu'on arrive à leur donner ça. Et je pense que c'est un beau cadeau. Et je pense qu'elle a raison, puisqu'on peut le faire. Peut-être qu'on va se gaufrer, on s'en fout. Tu vois. On se gaufrera. Au moins, on aura tenté un truc. Et puis, elles auront appris l'anglais. C'est bien. Elles reviendront fluentes. J'espère. Mais sinon, c'est qu'on aura fait un truc bizarre, quoi. Mais... Oui, c'est effectivement. Ouais. Il y a une question que je pose à tout le monde, à tous les invités. Imagine, tes filles écoutent ce podcast dans 10 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'espère entre ce que j'ai dit et ce que je fais. C'est vrai. J'espère. Parce que c'est l'intention. Je pense qu'entre l'intention et le speech et ce que tu fais vraiment, il y a toujours un petit décalage. Je m'applique vraiment à essayer de faire ce que je dis et de dire ce que je fais aussi là aujourd'hui. Là, on s'apprête. C'est marrant parce que le timing du podcast est quand même particulièrement marrant. On s'apprête à prendre une décision. Enfin, c'est pas qu'on s'apprête à prendre une décision. On va exécuter la décision qu'on a prise il y a plusieurs mois, qui va changer nos vies. Mais en fait, le vrai message, c'est que en fait, ne pas prendre cette décision, en fait, ça aurait été juste une autre trajectoire. On change pas. On n'est pas en train de fracturer un truc. On est juste passivement en train de. On a activement pris une décision, mais en fait, si on l'avait pas prise, on aurait passivement continué à faire quelque chose, et c'était aussi un choix. Et donc le message, si j'en ai un pour elles, c'est j'espère que elles vont kiffer. Elles ont kiffé du coup, puisqu'on est dans le futur. C'est ça. Dans le futur. Qu'elles ont kiffé et qu'il n'y a malheureusement pas de vérité là-dessus et que si elles n'ont pas kiffé, je suis désolé, mais là au moment où on a pris cette décision, on pensait que c'était la meilleure. Voilà. Merci Doudou. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Et c'est fini déjà. J'ai l'impression qu'on est resté. On a parlé 1 heure, tu sais. 1 heure. Putain, un truc de dingue. J'ai l'impression d'avoir fait une forme de psychanalyse. J'en ai jamais fait, mais c'est ça en fait un peu, non ? Ouais, c'est un peu ça. D'accord, ok. C'était cool. Merci Fabrice. Et puis bon voyage à toute la famille. Et merci de nous avoir invités dans ta vie perso, pro et ce podcast. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire sur Instagram notamment. Mon pseudo c'est FabFlorent, FABFLORENT. Vous pouvez m'envoyer un petit message ou me taguer dans votre story, c'est comme vous le souhaitez. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous n'hésitez pas à m'écrire sur histoire avec un S de daron avec un S @gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Ne vous impatientez pas si vous n'avez pas de réponse tout de suite. Je reçois vraiment beaucoup de mails et j'essaie d'aller au plus simple. Enfin, je vous rappelle que notre rendez-vous, c'est les 1er et les 3e lundis de chaque mois. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron, le 19 mars 2018. Et d'ici au prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie. À bientôt!